Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin M. Sadiq Larkesh, professeur des universités. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Alger. Vous êtes avec nous pour Le Poison français, lettre au président de la République, au président français. Monsieur le Président, pour une France plus égalitaire, plus juste pour tous, aux éditions ENA Éditions. Donc un livre édité en décembre 2017 qui a fait sensation. On en parlera plus tard. Chemin faisant, notamment parce qu'il a demandé des droits de réparation aux victimes de la France durant la période coloniale et qu'il a obtenu cette réparation par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, ce livre est préfacé par le président du Conseil constitutionnel, M. Roland Dumas, président à ce moment-là du Conseil constitutionnel. Bonjour encore une fois, merci d'être avec nous. Alors, première question, qu'est-ce que le poison français ? La caractérisation de ce terme ou de cette expression, c'est principalement finalement la question du racisme qui recèle une double particularité, à la fois un élément gangrénant la société française, omniprésent dans toutes les sphères, le logement, l'emploi, le loisir, y compris la mémoire collective. Et de l'autre côté, invisible, parce que extrêmement sinueux, extrêmement subtil à certains moments, voire vicieux, qui, de par ses doubles particularités, est comme une forme de chape de plomb dans la mémoire collective française. Alors, en résumé, le poison, c'est la question du racisme. Très bien. Alors, mais dans la catégorie qui intéresse votre livre, il est d'abord question du racisme dont sont victimes les musulmans de France, en priorité. Principalement parce que moi, j'ai essayé d'écrire un ouvrage sur une question qui m'était chère, sur le cheminement d'une population, d'une communauté, souvent française, mais qui, de l'autre côté, avait choisi cette religion musulmane comme ancrage. Et qui, de l'autre côté, était originaire, généralement, d'Algérie, Maroc et Tunisie, et qui, tout en étant français, se retrouvait confronté quotidiennement à un double traitement, à la fois citoyen français en droit, et dans les faits, des Français, d'une certaine manière, de seconde zone. Et cette problématique, ou cette dissonance entre ce statut officiel juridique et la réalité sociologique faisait qu'il y avait une vraie question de fond. Comment se fait-il qu'une personne qui est française à part entière n'ait pas les mêmes droits dans les faits que son concitoyen qui s'appelle Fabrice, Patrick ou Isabelle ? Et donc cette problématique-là devait se poser par moi et par d'autres, mais devait essayer d'apporter des éléments de réponse en essayant de comprendre le processus analytique de cette situation-là. Alors, processus analytique, le livre le fait très bien sur tout son étendue. Mais moi, je voudrais déjà commencer par peut-être interroger le niveau de gravité de ce que vous appelez une fracture. Le livre est assez alarmiste dans son abord. C'est-à-dire, c'est que le poison, déjà le titre, poison, ça interpelle. Ensuite, fracture qui risque d'être irrémédiable, qui fait que la France risque de se désintégrer. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif ? C'est dit à partir d'Alger, du regard de quelqu'un qui ne vit pas dans la société française. Quand on évalue la population qui est stigmatisée, peut-être 15%, on n'en est pas très sûr, de la population française, est-ce que c'est porteur d'un tel risque ? Vous êtes un spécialiste du risque pays. Est-ce que c'est aussi grave que cela ? C'est aussi porteur d'un risque ? On a vu, je finis sur ma question très vite, que des questions de type social, récemment avec les Gilets jaunes, étaient peut-être plus porteuses de risques de fracture en France que des questions ethniques et d'intégration sur la base de ce que vous posez comme problème dans ce livre. Il faut qu'on se dise les choses. Franchement, la France est sûrement un des plus beaux pays du monde. La France est sûrement un des pays les plus avancés démocratiquement au monde. La France est sûrement un des pays qui socialement est des plus avancés. Donc ça, c'est un état de fait incompressible sur lequel il faut être honnête et dire cet état de choses. Quand on a dit cela, on a
On ne peut plus être alarmiste après. Oui, on ne peut plus être alarmiste, mais surtout, on peut avoir l'exigence de dire qu'est-ce qui ne va pas dans un système qui est aussi rayonnant que le système français. Et c'est là où on rentre finalement dans la structure du système et de voir d'une manière franche, sincère et puis libre les dysfonctionnements, les dissonances, les fêlures. Et le poison est une fêlure qui est reconnue par les autorités françaises, pas uniquement par un Algérien qui a écrit un ouvrage adressé au président de la République française. Mais les autorités françaises reconnaissent qu'il y a une problématique. Vous savez qu'il existe en France différentes institutions qui rendent des rapports, et en particulier sur cette question du racisme, et qui annuellement confirment qu'il y a une problématique avec les musulmans de France. Alors il y a un Premier ministre qui n'est pas réputé particulièrement pour son islamophilie, Manuel Valls, qui avait cité à un moment donné une forme d'apartheid des banlieues. Un mot très fort qui est peut-être aussi fort que celui de poison. Est-ce que c'est un mot que vous utiliserez aussi pour la communauté musulmane en France ? Ce qu'on constate, bon, tout d'abord sur Manuel Valls, pour être totalement direct, c'est pas tout à fait mon référentiel. Mais c'est lui qui a utilisé ce terme. Mais sur la question de la structuration des banlieues, il faut reconnaître, il suffit d'aller se promener dans les banlieues parisiennes, lilloises, lyonnaises ou marseillaises pour voir qu'il y a une ghettoisation, une concentration extrêmement élevée de populations, principalement d'origine maghrébine dans leur grande majorité et un peu africaine dans la région parisienne. Donc c'est un état de fait qui ne peut être soustrait à une analyse sereine. Mais quand on a dit cela, là encore, est-ce que cette concentration génère des problématiques ? Ben oui, malheureusement, elle génère des problématiques d'insertion de ces populations et surtout, elle ne crée pas finalement cette citoyenneté active des citoyens français d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne. Vous dites dans le livre, vous êtes de Vaux-en-Velin, dans la région lyonnaise. Par rapport à il y a 40 ans, il y a un progrès, on peut y construire des mosquées, mais le territoire est toujours en situation quasiment d'extraterritorialité par rapport à la République. Donc, entre nous, on peut pratiquer sa religion de manière plus visible, mais on est toujours un peu presque en dehors de la France, quoi. Oui, c'est-à-dire que vous parliez de Vaux-en-Velin, mais on peut parler de la Courneuve, on peut parler des quartiers nord à Marseille, c'est la même problématique, ou des Maguettes dans la région Rhône-Alpes. La problématique, c'est que depuis 40 ans, le système français, les autorités françaises ne veulent pas aborder de front les problématiques de ces banlieues. Problématiques qui sont liées à plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est que vous ne pouvez pas permettre à une population qui, socialement, est la plus défavorisée, de la concentrer dans un lieu géographique et de considérer que cette population a une spécificité qui peut être incompatible avec la société française. Cette spécificité, c'est laquelle ? C'est cette appartenance à cette religion musulmane qui pose un problème à la société française. Et donc, à partir du moment où cette problématique n'est pas abordée d'une manière sereine, cela génère un maintien, un statu quo de cette population qui se reproduit socialement avec les mêmes niveaux extrêmement bas, même s'il y a une élite maghrébine qui existe mais qui émerge de temps en temps, mais globalement, la grande masse, c'est une reproduction sociale avec les niveaux de salaire les plus bas, les conditions sociales les plus basses, et puis une citoyenneté souvent au rabais parce qu'on la regarde avec un regard un peu, passez-moi l'expression, distancié et voire à certains moments méprisant sur leur appartenance religieuse. Alors le regard méprisant, vous avez fait un travail d'universitaire, ce que vous êtes, hein, vous avez essayé d'aller à l'essence historique de ce regard méprisant et on se rend compte, parfois un peu effaré, je l'avoue pour moi-même, parce que je ne pensais pas qu'il y avait de telles citations aussi choquantes de grands noms comme Voltaire, Renan, Chateaubriand, Condorcet et d'autres, qui ont toujours traité l'islam par le mépris. Et donc vous dites bon, l'islamophobie en France, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, est vieille de 1000 ans. Elle est vieille de 1000 ans ? Oui, parce qu'il faut se dire les choses là encore. Imaginons une seconde, nous sommes au 8e siècle. C'est le syndrome du dernier venu. Ben oui, vous imaginez bien que le dernier venu est souvent stigmatisé, interpellé, diabolisé. Cette religion qui naît au
8e siècle et qui émerge et qui rafle, passez-moi l'expression, au sens noble du terme, et qui ratisse extrêmement large et qui fait adhérer à cette religion des millions de personnes, ça ne peut que bousculer l'ordre établi et les religions existantes. Et comment ça a pu se perpétuer jusqu'à aujourd'hui? Parce que ça, c'est un peu le tableau du Moyen-Âge. Bon, les armées, entre guillemets, de Sarrasins sont arrivées pas loin de Poitiers. Mais aujourd'hui, comment ça se relaie, ce corpus d'idées? Comment il a pu devenir contemporain? Cette confrontation qui a été initiée il y a de nombreux siècles s'est entretenue et s'est maintenue parce qu'il y avait un clivage culturel sur le rapport à la religion, le rapport à Dieu, même si ce sont, concernant les 3 religions, des religions du livre et qui devraient avoir une certaine forme de cohérence et continuité. Il y a eu une confrontation qui a été maintenue parce que ce dernier venu était une forme d'adversaire invisible est devenu visible. Et on en parlera sûrement, la question de la colonisation et la question finalement des processus par la suite historiques ont été dans la même continuité idéologique. Nous avons un nouveau venu que nous ne pouvons accepter et pour ne pas l'accepter, nous devons le stigmatiser. Alors, est-ce que quand même, cette islamophobie n'est pas, je vais me rapporter un petit peu les points de vue dominants, n'est pas alimentée, évidemment, il y a la question coloniale, il y a le déplacement des conflits mémoriels qui peut avoir la France aujourd'hui comme nouveau théâtre. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette croissance dynamique de l'islam de France? Vous en parlez dans le livre d'ailleurs. Vous vous cachez pas, entre guillemets, en disant il y a une... De facto, par le poids démographique de la communauté, etc., la France devra tenir compte de cet élément, devra l'intégrer, elle va être de plus en plus musulmane. Est-ce que ce n'est pas une idée qui fait peur dans un pays supposé être anticlérical, de tradition, etc., arc-bouté sur certaines valeurs? Est-ce que ce n'est pas aussi, de facto, un élément d'inquiétude? Oui, et à double titre, en faisant un lien avec l'histoire. La colonisation française en Algérie a échoué et ne pouvait qu'échouer pour d'abord une première raison qui était l'enjeu démographique. On ne pouvait pas tenir à terme une population à 90% musulmane et la faire gérer par une minorité d'origine indo-européenne ou chrétienne. L'enjeu démographique est un enjeu crucial dans le passé, mais également dans le présent en France. Cette population fait peur parce qu'on sait que l'enjeu démographique va faire bouger les lignes à terme. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Dans 30 ans, cette population va peut-être représenter 15 à 20% de la population totale française. 15%, c'est le chiffre que vous donnez pour aujourd'hui. Oui. Avec 5 millions éventuellement de... Parce que là aussi, vous dites qu'il n'y a pas d'enquête. Vous êtes favorable aux enquêtes ethniques? Mais bien sûr. Pourquoi le critère qui fait qu'elles n'existent pas, c'est un critère supposé être non discriminant. Oui, mais c'est le contraire. On ne souhaite pas de statistiques pour ne pas mesurer la teneur du poison. Parce que s'il y avait une mesure des phénomènes observés concernant ces discriminations, on aurait des indicateurs quantitatifs. Aujourd'hui, on n'en a pas, même si on sait que cette population est la plus stigmatisée en France par rapport à des rapports internationaux et des rapports des services de renseignement. Donc, oui, bien sûr, je suis favorable à ces éléments statistiques qui permettraient de combattre ce poison. Alors, vous dites qu'il y a une laïcité à deux vitesses, il y a l'échec du modèle d'intégration français. Juste une question. La Grande-Bretagne a été dans le même statut de grande puissance coloniale dans le monde au XVIIIe, XIXe siècle, et une partie du XXe. Est-ce que vous considérez que le modèle britannique est de ce point de vue-là, parce qu'il permet la vie des communautés, il permet la pratique visible des attributs culturels des communautés qui existent en Grande-Bretagne, il est finalement plus intégrateur? Est-ce que vous diriez cela? Moi, je considère que le modèle français est un modèle excellent, c'est-à-dire ce modèle de laïcité. Par contre, il ne fonctionne pas aujourd'hui, et il ne fonctionne pas depuis plus de 60 ans, depuis que cette population musulmane maghrébine s'est installée en masse. Il faut appliquer simplement ce principe de laïcité, mais l'appliquer bien sûr dans les textes, mais également dans les faits. Le problème du système français, c'est que d'un côté, on édicte de grandes règles, et dans les faits, ces grandes règles ne sont pas appliquées. Je prends un exemple.
la laïcité permet d'exercer son culte en toute liberté et en toute dignité. C'est la laïcité qui le permet et qui garantit à chaque citoyen de pouvoir vivre sa religion d'une manière pleine et entière. La religion musulmane en France est la seule religion qui n'a pas pu se pratiquer dans des conditions dignes et libres. Quand vous avez encore aujourd'hui en France, nous sommes en 2018, bientôt 2019, de nombreuses caves qui abritent des lieux de culte parce que les maires, les institutions politiques refusent d'octroyer des permis de construire, ou difficilement. C'est une... Permis de construire de mosquées. De mosquées, bien sûr. C'est un signe fort d'opposition au fondement de la laïcité. Alors, c'est un des... Alors, les autres, évidemment, d'un côté, un corpus de droits égalitaires, de l'autre côté, de la discrimination. Vous dites aussi les loisirs, le travail d'abord, le loisir ensuite. Le travail, ça reste encore probant aujourd'hui. Il y a eu une étude qui a été faite en France où les entreprises du CAC 40, c'est-à-dire les plus grandes entreprises françaises, devaient répondre à un questionnaire sur l'intégration et l'identification des personnes issues de la diversité au sein de ces structures-là. On constate, malheureusement, que ces populations sont très peu insérées dans ces grandes entreprises. Donc il y a des éléments extrêmement probants qui prouvent que le poison est omniprésent dans la société française, en particulier sur le marché de l'emploi, sur le marché de loisirs, sur le marché du logement. Mais là où c'est un peu plus pernicieux, plus sournois, plus profond, c'est que dans la mémoire collective française, le musulman aujourd'hui continue à être considéré comme un délinquant potentiel, comme un terroriste potentiel, comme quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que les autres, comme quelqu'un qui est fainéant, comme quelqu'un qui est voleur, etc. etc. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'a pas, que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas suffisamment diversifié ethniquement? On a tous remarqué cela. C'est très intéressant ce mouvement des Gilets jaunes. Parce que les musulmans ne sont pas les premiers contribuables ou parce qu'ils ne se sentent pas concernés par la question sous cet angle-là? C'est très intéressant parce que les banlieues où sont implantés, où vivent ces musulmans, s'est soulevé durant ces 30 dernières années, 2005, d'une manière, notamment. 2005, la dernière en date, d'une manière récurrente, avec plusieurs années d'intervalle, mais d'une manière récurrente. Malheureusement, cette population est souvent peu politisée, peu sensibilisée à un devenir commun au sens d'une implication politique, d'une implication sociologique même. Et donc ce mouvement des Gilets jaunes qu'il faut encourager parce que ça fait bouger les lignes, et ça c'est une très bonne chose, bizarrement les musulmans n'en feront pas partie parce qu'ils n'ont pas pris conscience de l'importance pour défendre leurs droits. C'est une des grandes spécificités de cette population qui est un peu perdue, passez-moi l'expression, dans ce modèle français qui les pousse à s'assimiler et qui, de l'autre côté, les freine dans une forme de revendication politique et d'existence digne dans la société française. Et c'est ce paradoxe qui fait que cette population ne sait plus très bien comment faire. Alors vous avez plusieurs saillies à destination des élites maghrébines qui ont tenté l'hyper-assimilation dans le modèle français. Est-ce qu'on doit vraiment leur jeter la pierre d'avoir cru, vous-même vous dites la laïcité c'est un très bon modèle, vous le revendiquez, d'avoir joué le jeu de se proposer comme entre guillemets le modèle de réussite en dehors du foot et du sport, pour dire que ça peut nous arriver, on peut être intégré, on peut participer à l'ascenseur social pour les autres aussi. J'ai eu la chance avec mon frère Mohamed de réaliser un ouvrage au début des années 2000 sur l'élite maghrébine. Et j'ai pris conscience que cette élite maghrébine, d'abord, était beaucoup moins importante qu'on ne le pensait. Même si, à certains moments, le système ambiant voulait les valoriser comme s'ils représentaient la grande masse. La grande masse est principalement populaire, avec des niveaux de salaire faibles et concentrés dans les banlieues. Ça c'est pas un cliché, ça. Voilà.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis un peu critique vis-à-vis de cette élite qui n'a pas joué son rôle, qui n'a pas joué son rôle d'éclaireur, qui n'a pas nivelé par le haut, qui n'a pas permis à leurs petits frères et à leurs petites sœurs de leur tendre la main en leur disant et en les accompagnant dans une dimension à la fois identitaire et politique. La grosse difficulté de cette élite, c'est qu'elle a souvent été instrumentalisée par les régimes en place comme des faire-valoir, comme des représentants officieux de cette communauté, mais qui défendaient bec et ongle le modèle assimilationniste, en demandant d'une manière indirecte à leurs concitoyens « oubliez vos origines culturelles, et croyez à ce système français qui, pour vous, est le meilleur ». Je ne crois pas à ce type de démarche, et c'est pour ça que je considère qu'ils n'ont pas joué leur rôle. Et l'objet de cet ouvrage est un peu, finalement, d'aller à contre-courant de cette élite. Professeur Larquet, vous faites un parallèle avec la situation coloniale, vous dites que ça n'a pas marché dans la situation coloniale, et là, c'est un peu la même chose. C'est quand même différent. Les musulmans de France ont le droit de voter. Nous, à l'époque coloniale, on n'avait pas le droit de voter. Ou alors pour un deuxième collège, on n'avait pas de possibilité souveraine. Ce n'est pas le cas pour la communauté musulmane en France. Donc, on peut... J'essaie de défendre un petit peu ces élites que vous appelez bounty de manière un peu amusante, qui jouent le jeu de l'assimilation. On peut penser que c'est un combat qui peut être gagné, d'assimiler, de faire entrer une partie au moins de ces catégories musulmanes. Je ne crois pas une seconde au modèle assimilationniste pour deux raisons qui sont assez simples. Je crois en une insertion, en une intégration dans le système français, en étant pleinement français, en respectant les lois de la République, tout en gardant ses singularités. Vous ne pouvez pas dire à une jeune fille qui s'appelle Fatima ou un garçon qui s'appelle Mohamed, il faut vous fondre dans la masse, il faut mettre en repli votre religion, il faut mettre en repli vos origines algériennes, il faut mettre en repli votre histoire pour être de bons Français. Je n'y crois pas une seconde. Et le modèle assimilationniste, c'est de dire, vous gommez ce que vous êtes au sens identitaire et au sens de vos origines profondes pour devenir de beaux Français. Mais vous ne devenez jamais de bons Français, me semble-t-il, quand vous gommez ce que vous êtes profondément. Alors, vous avez identifié 3 catégories de musulmans français. Et est-ce que vous considérez que la plus grande catégorie, il y en a une qui est quasiment invisible, qui, on va dire, elle est en passe d'assimilation parce qu'elle n'affiche pas trop son identité culturelle et culturelle. Culturelle, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des Français, il y a des musulmans culturels, mais qui ne sont pas pratiquants et qui ne mettent pas ça en avant. Et puis, il y a une catégorie qui est celle de ceux qui veulent afficher de manière un peu... qui se salafisent, qui se distinguent et qui sont tout de suite visibles. Vous les appelez les Batmax. Vous nous direz si vous le voulez pourquoi. Mais il y a la catégorie du milieu qui est celle la plus importante, qui veut garder son lien avec ses origines, afficher son identité, tout en étant intégré. Vous avez raison. La grande masse de cette population souhaite s'intégrer dans le système français, souhaite être français, mais également algérien, musulman à part entière, avec une égalité de droits, mais une égalité de fait dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est la grande masse. Ensuite, les minorités, que ce soit les Batmax ou les autres, ce sont que des éléments qui sont, pour moi, mineurs et qui ne représentent pas la dimension analytique de la problématique. On peut en parler. Pourquoi les Batmax ? Vous savez, quand les gens font du zèle, vous connaissez l'expression, tout ce qui est excessif devient insignifiant. Pour moi, ils sont dans l'excès, au sens identitaire du terme, avec tout le superflu, y compris vestimentaire et y compris physiologique, pour masquer finalement une identité extrêmement faible et finalement une conviction extrêmement faible. Donc ces personnes-là m'intéressent beaucoup moins. Ce qui m'intéresse, c'est la masse, au sens d'essayer de comprendre comment le processus de cette population peut s'insérer dans un système français, un système qui est extrêmement... Les Batmax aident le poison à se diffuser ? Oui, d'une certaine manière, parce que, bizarrement, ces Batmax sont la partie visible de l'iceberg et donnent du crédit, finalement, aux tenants du poison français, qui justifient leur posture discriminante avec ces Batmax.
Et donc, ce ne sont pas des éléments référentiels pour moi très positifs. Alors, dans votre lettre à Macron, au président français, vous citez un peu les conditions qui peuvent permettre de tuer le poison, d'éviter qu'il ne fasse éclater la belle France et la douce France que vous avez décrit au début de votre ouvrage. Et vous citez la réparation financière. Vous avez demandé la réparation financière pour les victimes de la colonisation, les victimes algériennes, notamment de l'armée française. C'est le Conseil constitutionnel vous a donné raison sur ce point quelques mois après l'apparition de votre livre. Ça paraissait un peu insensé au moment où vous l'avez demandé, je dois l'avouer. Vous considérez que ça peut vraiment réconcilier en France de savoir que l'État français reconnaît avoir été un peu le bourreau d'une population qui, pour une partie d'entre elles, a des descendants en France? Ben oui, parce que le paradoxe de l'histoire, c'est que les Algériens ont arraché leur indépendance. Mais les Algériens, bizarrement, et mes parents en particulier, ont émigré chez l'ancienne puissance coloniale. Ça, c'est pas bizarre. Ça. C'est pas bizarrement parce que le modèle économique de la colonisation faisait que ça devait se passer comme ça. Quand on vous a malmené, torturé, dominé, exploité pendant 132 ans, on peut imaginer aisément de dire je ne veux pas aller, passez-moi l'expression, dans la gueule du loup. Mais bon, pour des raisons alimentaires que vous connaissez. Et pas seulement. Salih Hadj était émigré parce qu'il a été enrôlé à la Première Guerre mondiale. Oui, aussi peut-être pour des raisons, on va dire, techniques. Et donc, cela a généré un paradoxe avec cette question, finalement, du passé. Que faisons-nous du passé ? Est-ce que nous sommes comme Nicolas Sarkozy, le président Macron, avec une posture que je dénomme le syndrome de l'ardoise magique, c'est-à-dire on efface tout et on recommence à zéro. Sans être un spécialiste de la psychanalyse et de la philosophie transcendantale, je pense que ça crée des traumatismes énormes. Il faut assumer son passé, à l'image de ce qu'a fait la France vis-à-vis d'autres populations, et je pense principalement à l'esclavage, et construire avec cette reconnaissance pour pouvoir mieux vivre ensemble. On ne peut pas dire aux Algériens, en France ou en Algérie, on vous a dominé, exploité, torturé, déplacé, violé pendant 132 ans, et vous dire en 2005, la colonisation c'était bien. On ne peut pas vous dire, ce qui s'est passé pendant 132 ans, oui, c'était peut-être pas très bien, mais on n'a aucune responsabilité. Ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne peut pas fonctionner, bien sûr, vis-à-vis du passé, mais également vis-à-vis du présent, parce que les enfants des ex-colonisés vivent aujourd'hui en France. Et inconsciemment, c'est là où la mémoire est très magique, passez-moi l'expression, c'est que inconsciemment, ces enfants d'ex-colonisés portent en eux cette histoire, sans le vouloir souvent, et ne connaissent souvent pas les constituants de cette histoire, mais portent en eux, à la fois de par l'éducation de leurs parents, directe ou indirecte, mais également par le regard des autres sur leur faciès, sur leur positionnement. Vous savez, la colonisation, ça a été un élément tragique sur des millions de personnes. Il y a aujourd'hui en France des millions de personnes françaises et algériennes qui ont été touchées par cette guerre d'Algérie. Faire semblant ou considérer qu'il fallait passer à autre chose sans se poser sereinement, avec une distance, je pense que c'est alimenter le poison, parce que la représentation du citoyen français qui s'appelle Mohamed ou Khadija, c'est toujours ce fils d'ex-colonisé qui a fait la guerre contre la France et qui a arraché son indépendance au prix de centaines de milliers de morts. Oui, même le papa de Zidane cotisait, le héros des Français de 98, même le papa de Zidane cotisait au FLN. Et donc cette histoire, elle est dans toutes les familles, dans toutes les familles de France. Mais vous prenez quand même à rebrousse-poil un consensus, peut-être pas très fort, mais existant dans la communauté des scientifiques, des historiens, selon lequel peut-être que laisser le temps, reconnaître les crimes, mais ne pas aller au-delà, notamment dans la réparation, etc., peut suffire pour réconcilier les mémoires et avancer. Et vous dites non, c'est pas suffisant. Non. Pourquoi ça ne marche pas ? Depuis 50 ans, tous les historiens, français et algériens, ont opté pour une politique du petit pas.
Cette politique du petit pas a généré la loi de 2005 qui considère que la colonisation était un bienfait. 2005, c'était un recul. Un recul extraordinaire. Le lobby aujourd'hui arqué en France est extrêmement puissant. Le lobby des partisans de l'Algérie française est extrêmement puissant. Et cette politique du petit pas a été stoppée net, et je suis en toute humilité très fier d'avoir été peut-être le seul à l'avoir écrit, en considérant que la réparation politique et financière devait avoir lieu pour pouvoir apaiser les mémoires. Alors la réparation financière aujourd'hui est possible depuis la position du Conseil constitutionnel qui finalement... Et bizarrement, il n'y a pas eu de processus qui soit enclenché tout de suite derrière pour qu'il y ait des... On s'attendait à ce qu'il y ait un rush pour qu'il y ait toutes les victimes demandent réparation. Vous avez totalement raison. Victimes algériennes en France, algériennes en Algérie, qui ont aujourd'hui une jurisprudence ou une décision du Conseil constitutionnel qui leur permet d'avoir un cadre juridique pour finalement réparer les sévices et toutes les victimes qui ont subi cette colonisation. Ne pas le faire, si vous permettez, et là ce n'est pas une question de l'État algérien, mais c'est une question de personnes physiques qui ont subi dans leur chair, et comme vous le savez, beaucoup de familles algériennes ont dans leur famille une personne qui a été torturée, déplacée, violée. Est-ce qu'il faut laisser passer ça ? Je ne crois pas. Je ne suis pas là pour pousser à une forme d'esprit belliqueux vis-à-vis de la France. Mais la France, la plus haute juridiction française, dit il faut qu'il y ait aujourd'hui réparation financière pour les victimes algériennes. Dans votre lettre c'est clair. Dans votre lettre au président Macron, vous avez aussi une deuxième revendication. Il y en a d'autres, il y en a plein, on ne peut pas les citer toutes, mais vous dites que la France doit changer de position par rapport à la question israélienne parce que d'une certaine façon, ce statut d'arrière-petit-fils ou de petit-fils de colonisé, il a une continuité contemporaine aujourd'hui, quand on est en France, c'est l'actualité de la Palestine. La Palestine, c'est un peu l'Algérie d'aujourd'hui, et Israël, c'est un peu la colonisation d'avant. Et donc, on est toujours dans l'antagonisme qui passe dans la société française à travers cette question-là, et le positionnement du gouvernement français, pour vous, professeur Larkech, pose problème. Oui, parce qu'il y a une forme de continuité idéologique sur la stigmatisation de cette population, en la considérant d'abord comme des anciens colonisés, en la considérant dans un second temps comme les porteurs d'une religion archaïque et violente, et enfin comme une population qui porte en elle le syndrome ou le fléau de l'antisémitisme, parce que cette population est principalement pro-palestinienne. Elle est pro-palestinienne pour une raison assez simple, c'est qu'il y a une forme de solidarité des colonisés ou des ex-colonisés. Nous savons en tant qu'Algériens ce que veut dire la colonisation et que Israël aujourd'hui est le dernier État colonial. Et donc les Algériens, y compris dans une banlieue reculée du nord de la France ou du sud de la France, le gamin qui a 16-17 ans, il est palestinien par nature. Et on ne sait pas vraiment pourquoi il est palestinien. Mais c'est aussi la magie de la mémoire, passez-moi l'expression, du cortex qui se réveille et qui fait porter une forme d'identité avec les tripes sur cette question-là. Et donc, je suis en divergence et je lui ai écrit, et l'ouvrage est dans ce sens-là, au président Macron, en considérant que sa position sur le fait d'être antisioniste comme élément glissant vers l'antisémitisme, je ne crois pas une seconde à cela, et c'est pour moi très dangereux parce que ça alimente un peu plus cette population musulmane, principalement algérienne, comme porteur du nouvel antisémitisme français. Oui. En même temps, vous avez le courage de dire que dans vos entourages, il y a ce personnage de Karim qui est un de vos amis, qui est un peu antisémite et raciste, oui. Qui fréquente les écrits de Soral et d'autres. Et que, donc, ça peut aussi exister, d'avoir une position solidaire patriotique vis-à-vis des Palestiniens, enfin, contre le colonialisme, une catégorie tout à fait universelle. Il peut y avoir aussi dans la communauté des gens qui deviennent ou qui sont antisémites. Bien sûr qu'il y a dans la communauté musulmane en France
Anti-juif d'ailleurs, c'est plus valable. Des antisémites notoires. Et il faut les combattre d'une manière très, très, très explicite. Mais le principal, ce qui m'intéresse, moi, au sens analytique du terme, toujours dans ce processus réflexif, c'est d'analyser les grosses tendances. La grande majorité des musulmans ne sont pas anti-juifs. Sont anti-sionistes, oui, et ne sont pas antisémites. Ont un problème avec le colonialisme israélien, oui. N'ont pas de problème avec le judaïsme. De là à demander au gouvernement Macron de rejoindre la campagne de boycott des produits israéliens, c'est franc café, professeur. Mais non, si vous permettez... Parce que sur le premier point, vous avez eu raison, c'était peut-être plus facile. Hein, mais sur le deuxième... Pas facile. Non. Sur le deuxième point, pourquoi je suis convaincu que la seule manière que les Palestiniens recouvrent leurs droits, leur indépendance, leur dignité, ce n'est pas une question militaire ou sécuritaire. Cela va être une question de faire bouger les lignes avec des modes opératoires très originaux. Et le BDS, c'est-à-dire le boycott des produits israéliens, est un moyen pacifique de faire bouger les lignes. Celui qui inquiète le plus le gouvernement Netanyahou. Bien sûr. Et la France, qui est un grand pays démocratique, je suis convaincu qu'elle ira dans ce sens-là. Parce que c'est plus en avance en Grande-Bretagne, le BDS. C'est la dialectique historique. Je n'imagine pas une seconde que les Palestiniens ne recouvrent pas leurs droits à terme. Alors, le président Macron vous a répondu. Vous n'êtes pas d'accord avec le contenu de sa réponse. Vous trouvez qu'il a lâché un peu l'affaire à son deuxième passage à Alger, une fois qu'il a été élu? Parce qu'il avait quand même condamné comme crime de guerre, comme crime contre l'humanité, le colonialisme en Algérie. C'était pendant sa campagne présidentielle. Hein. Il avait fait d'ailleurs au micro de notre collègue Khaled Drarni. Et depuis, il considère que la page doit être tournée et que le sujet n'est plus... Non, mais les Algériens ont beaucoup de défauts, mais ont beaucoup de qualités. Et ont une qualité particulière, c'est qu'ils ont une certaine forme de dignité qu'ils ne mégotent pas. Quand vous avez le jeune qui a interpellé le président Macron, à 20 ans ou à 22 ans, lui disant « Le passé que vous avez commis en Algérie doit être posé sur la table. » Ce jeune, il n'a pas de formation historique particulière. C'est un jeune d'Alger qui a vu le président et qui a parlé avec ses tripes. C'est ça aussi l'identité algérienne. Et ça, c'est un atout extraordinaire. On ne peut pas considérer les Algériens comme amnésiques en essayant de leur faire passer la pilule en leur disant on passe à autre chose, etc. Ça, passez-moi l'expression, c'est de la foutaise, ou plutôt une expression un peu plus humoristique ce matin, on n'est pas des lapins de 6 semaines pour qu'on oublie d'où on vient dans cette dimension-là. Alors, vous avez aussi adressé une lettre, professeur Larkesh, à notre cher président Abdelaziz Bouteflika en mai dernier, en mai 2018, je ne sais pas s'il a pu la lire en mai dernier, et dans laquelle vous posez en gros le problème de ce moment clé que nous sommes en train de vivre, fin de cycle politique, fin de cycle économique, et du rôle de la diaspora qui pourrait être vraiment transcendant si elle était mobilisée dans le sens du développement, notamment du développement des relations entre la France et l'Algérie. Est-ce qu'on vous a répondu de la présidence algérienne ? Non, la présidence algérienne ne m'a pas répondu. Je considérais qu'il était important d'interpeller, d'écrire, plus simplement, une lettre au président Bouteflika sur cette problématique de la diaspora. Parce que, bizarrement, elle est totalement isolée, esselée, finalement exclue du devenir de l'Algérie alors qu'elle a une envie farouche d'apporter sa contribution. Vraiment, il y a urgence et il y a péril en la demeure d'une certaine manière. Parce que laisser tout ce potentiel qui existe et qui est un peu à l'abandon et qui est un peu désillusionné sur sa contribution, je pense que c'est une erreur d'appréciation que nous faisons tous et que nous devons réparer, non pas financièrement, mais que nous devons réparer sur des mesures extrêmement fortes pour pouvoir redynamiser cette diaspora. Et ce ne sont pas des mesures financières. C'est de pouvoir intégrer, accompagner, y compris au retour, une diaspora qui peut amener une vraie contribution au développement de l'Algérie. Est-ce que la première critique qu'on peut faire, on va en faire évidemment facilement, on peut en faire, et c'est très critiquable, des critiques au gouvernement algérien, aux autorités, dans la longue durée d'ailleurs, dans son regard, dans sa politique vis-à-vis de la diaspora, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de désenchantement et de désillusion
du côté algérien vis-à-vis de la capacité de la diaspora algérienne en France de peser aussi sur son propre destin en France. On a évoqué ce sujet de l'exclusion, de la difficulté à s'intégrer. Vous avez évoqué la faiblesse des élites maghrébines en France, donc il y a un véritable problème. Et on a le sentiment qu'il y a un hiatus entre le poids démographique grandissant de la communauté et puis sa capacité à peser sur les enjeux de la vie politique et sociale française dans la durée. Vous avez raison. La communauté musulmane et algérienne en France n'existe pas d'une certaine manière. Elle n'existe pas parce qu'elle n'existe pas politiquement. Et sur l'ensemble de cette population, il y a un indicateur extrêmement probant qui fait qu'on constate qu'elle ne vote pas, alors qu'elle pourrait avoir une capacité d'influence sur son devenir extraordinaire. Mais elle a voté un petit peu Hollande contre Sarkozy. Oui, mais elle a peu voté, elle est peu sensibilisée à cette dimension politique. Et je le dis, même si ce n'est pas la mission première de l'Algérie, c'est-à-dire de l'État algérien doit ressensibiliser cette population pour une influence sur le sol français et également, bien sûr, une contribution en Algérie. Et c'est un élément extrêmement important qui peut permettre de basculer vers une dynamique totalement nouvelle. Alors, ça devrait commencer par... C'est pas les consulats. Dans votre lettre au président qui a été éditée par l'Ouatan en mai dernier, par notre confrère l'Ouatan, voilà, il y a des saillies contre le mode de fonctionnement complètement archaïque de notre réseau de consulats qui ne captent pas des affaires, qui ne donnent pas envie de venir travailler en Algérie, d'investir en Algérie. Bon, c'est pas la bonne porte d'entrée. Il y en a d'autres. Bien sûr, l'objectif n'est pas de stigmatiser la dimension diplomatique, consulaire. Elle existe, elle a des qualités, des défauts. C'est pas ça. L'enjeu n'est pas à ce niveau-là. Enfin, elle a surtout des défauts quand on vous le lit. Elle n'a pas que des défauts. Elle a aussi un certain nombre de choses, mais principalement, il y a des relais autres que ce type de relais. Et bien sûr, il y a tout le relais associatif. Mais il y a besoin d'une impulsion, il y a besoin d'une vision stratégique de l'État algérien pour finalement donner envie à ses enfants de se fédérer, de s'organiser, d'influer en France, mais également venir en Algérie. Et ce ne sont pas les quelques mesurettes ici et là qui sont données qui vont bousculer le processus. Vous avez utilisé le terme de mesurette pour la visite de Ahmed Ouihia à Paris. Oui, parce que ce n'est pas... C'était pas à la hauteur des attentes. Non, pas du tout. Et je pense que tout le monde le sait. Il faut repenser globalement, stratégiquement, le rôle de cette diaspora, en France et en Algérie. Et ça, l'Algérie a les moyens de cela. Elle a des compétences ici qui peuvent le faire. Elle peut penser stratégiquement pour pouvoir faire bouger les lignes et finalement s'adapter au nouveau contexte. Il y a un nouveau contexte en France aujourd'hui. Il y a également un nouveau contexte aujourd'hui en Algérie qui est aujourd'hui, comme vous le savez, à la croisée des chemins. Non, le nouveau contexte, il n'est pas encore arrivé. Il va peut-être arriver, mais il n'est pas encore arrivé. On va en dire un mot, dire un mot pour terminer, mais auparavant, pour illustrer un petit peu la façon dont la diaspora pourrait, en jouant sur les deux rives, apporter son expertise et son expérience à l'Algérie. Quand vous venez en Algérie, professeur Sadiq Larkiach, vous n'êtes pas un homme d'affaires, vous y faites quoi? Vous venez assez souvent, ça fait 3 ans que vous étiez déjà ici, ou même moins d'ailleurs. Moi j'enseigne ici et j'amène ma contribution à des gens qui ont besoin de se former et qui ont besoin d'être accompagnés. C'est principalement dans une dimension d'enseignement et de formation, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Algérie est à la croisée des chemins. Même si on peut dire que le changement n'est pas encore opéré, l'Algérie est à la croisée des chemins pour une raison assez simple finalement. Nous sommes à la fin d'un cycle. Un cycle économique, politique, structurel, conjoncturel. Nous sommes demain matin en 2019. Il y a de nouveaux enjeux mondiaux, régionaux, locaux, nationaux. Il faut repenser le modèle et vous avez eu de nombreux invités qui ont exposé un certain nombre de pistes, même si méthodologiquement je suis un peu en divergence, comme je vous le signalais préalablement. Mais globalement, l'Algérie est à la croisée des chemins, avec une possibilité de décoller. Je ne crois pas au côté alarmiste, catastrophiste, détenant d'une Algérie qui va tomber demain matin. Je n'y crois pas une seconde. Notamment parce que vous citez quelques colonnes solides qui sont toujours là, qui font que le risque pays n'est pas aussi élevé. Oui, vous parlez risque pays. Je travaille sur le risque pays depuis 25 ans.
Un pays qui dispose d'une étendue aussi importante que l'Algérie. Un pays qui dispose du soleil et d'une lumière aussi importante que l'Algérie. Un pays qui dispose d'eau en réserve aussi importante. Un pays qui dispose d'énergie. Un pays qui dispose d'un capital humain formé ou pas formé ou en formation à cette hauteur en termes de proportion quantitative. Ça ne peut être qu'un pays qui dispose d'un atout extraordinaire pour décoller. Par contre, 2 conditions. Une dimension éthique de gouvernance à imposer le plus rapidement possible, passez-moi l'expression, pour redonner envie aux masses et aux élites algériennes, pour que les gens puissent croire à nouveau en une Algérie qui puisse décoller. Et répondre au courrier, par exemple. Voilà. Et puis 2, techniquement, économiquement, un vrai projet stratégique. Et ça, les Algériens, l'Algérie, y compris avec la diaspora, sont capables de mettre ça sur papier, avec une mise à plat de tout ce qui a été fait et tout ce qui n'a pas pu marcher. Et puis, de faire, finalement, je crois, je reviens, le talent c'est l'envie, comme disait Jacques Brel, redonner cette envie qui existe chez les Algériens, parce que malgré les conditions sociales, certaines fois, de populations nombreuses, il y a, et moi qui voyage beaucoup, dans les Algériens, une spécificité qui, moi, me touche, chez les jeunes et les moins jeunes, et y compris les personnes âgées, ça pétille dans les yeux, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et donc ça, c'est le talent algérien, et j'ai envie d'y croire, tout simplement. Professeur Sader Larkache, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Vous étiez avec nous pour le Poison français, donc lettre au président de la République française, et pour parler du rôle de la diaspora dans le décollage d'Algérie. C'était très bien de finir avec ce sujet. Merci pour votre invitation et au plaisir. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.